Comment annoncer à la première femme que la deuxième est en route? Rien que le Seigneur. Rien que le Seigneur. Il peut faire quelque chose. Et maintenant, pour toi, quels sont les avantages de la polygamie? On dit partout, même dans les réseaux, il y a beaucoup d'influenceurs maintenant qui rappellent toujours que quand une femme prie, on dit quand une femme prie pour toi, tu as ta vie est prise. Il y a beaucoup d'avantages. Imagine alors qu'elles sont plusieurs. Qu'est-ce qu'on va encore dire? Qu'est-ce qu'on va encore dire en dehors de ça? Il n'y a pas de meilleur argument dans la société actuellement pour défendre cela. Vraiment, si tu as une seule femme et elle prie pour toi, tes affaires vont bien marcher. Imagine alors si elles sont 5. Voilà. C'est vraiment n'est-ce pas un roi qui est un grand peuple est riche. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Vrai. Et bon, certaines personnes disent ça, qu'un polygame doit être sorcier parce que pour gérer plusieurs femmes, parce que les femmes sont des sorciers, pour gérer plusieurs femmes, il faut quand même être sorcier. La sorcellerie envoie à la compréhension, non? Quand quelque chose n'est pas explicable, c'est sorcier, non? Oui. C'est pour ça que celui qu'on va voir avec 10 femmes, et que ceux-là ne l'ont pas, pour eux, les sorciers, non? Ah, d'accord, je vois. Les femmes doivent toutes être dans le même domicile ou bien dans des domiciles séparés. Je voudrais qu'on parle de la polygamie. Oui. Oui, donc j'ai quelques questions à te poser concernant la polygamie. Si tu es prêt, je peux commencer même tout de suite. Bon, selon toi, qu'est-ce qui peut motiver un homme à être polygame? Comment je vais expliquer ça? Comment je vais répondre à la question aussi? Qu'est-ce qui peut motiver un homme à être polygame? C'est sa nature d'homme. Donc, en principe, n'importe quel homme peut vouloir être polygame. Pas peut vouloir, est déjà. Comment ça, n'importe quel homme est déjà polygame? De nature. De nature. Il y a les hommes qui naissent homosexuels. C'est les exceptions sur la règle. Ah, d'accord. Donc, de manière générale, un homme n'est polygame. Donc, pourquoi il n'y a pas forcément de justification? C'est la nature de l'homme. Oui. Ok. Et qu'est-ce qui explique alors qu'il n'y ait pas beaucoup d'hommes polygames, pourtant les hommes naissent de nature polygame? La société. Donc, c'est qu'ils vivent dans la société, c'est l'illusion qu'ils gagnent dedans. L'éducation qu'on leur donne, leur transforme et leur manipule. Ça fait en sorte que pour arriver maintenant à se faire, ils pensent à ce que la majorité va dire. Et la majorité dans la société est constituée des femmes. Il n'y a aucune femme qui n'a pas encore été blessée qui peut dire qu'elle veut être polygame. Elle veut être dans la polygamie. C'est un élément pour moi. Okay. Et donc, la vie des femmes dans la société influence autant à tel point que les hommes ont peur d'être polygames, ou bien du moins d'assumer leur polygamie. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, l'éducation qu'on donne aux enfants, aux deux genres, n'est pas différente. Et ça fait que la comparaison voudrait faire en sorte que les femmes veulent aller à l'encontre de la polygamie. Et ça fait donc que leurs futurs camarades qui doivent leur courtiser doivent promettre des choses de monogamie. Et quand tu donnes déjà ta parole, ça commence à déranger dans la suite de tes activités de demain. Ah oui, c'est vrai. Parce que quand on va entrer dans une salle de classe de nos jours, on va mettre effectif 30 garçons, 40 filles. Même dans les classes techniques, avant on ne voyait pas les femmes, on voit les femmes. Donc c'est devenu vraiment très grave et ça manipule beaucoup les gens dans la société. Et directement les gens se cachent. Et le pouvoir qu'on ne fait que donner davantage à la femme pour son intégration fait en sorte qu'elles oublient ce qu'elles sont et veulent être plutôt des hommes. Et si elles veulent être des hommes, ça veut, elles souhaitent aussi avoir les mêmes avantages. C'est ça. Et donc avec ce paramètre-là de la société, ça leur fait oublier leur genre. Je vois un peu. Du coup, maintenant, l'homme pour s'exprimer doit se cacher. Parce que quand il va aller dans une femme qui lui plaît, en la courtisant, pour être sûr qu'elle peut l'accepter, il faut qu'il mente. Il faut qu'il mente qu'il sera seulement son mari. Et c'est comme ça que tu vas voir dans les sociétés les gens qui font plusieurs mariages monogames. Il suffit de changer de ville. Ah, je vois. Comme le système n'est pas encore informatisé dans le pays,
sous-développé. Donc directement, donc, il dépose ici, là, il a signé monogamie. Après, il change, il part de l'autre côté, il dépose, vous ne vous proposez jamais. Quand il a la chance, ça, à sa mort, on comprend qu'il avait plusieurs actes de mariage. Il y a ça, il y a aussi le phénomène de l'homme qui a une seule femme et plusieurs Djomba dehors. Parce qu'il se cache. Je vois. Je vois. Et c'est sa nature polygame qui l'amène à avoir plusieurs Djomba. C'est sa nature, non, n'est-ce pas, quand l'homme passe en route, et une femme, ça s'élève. C'est amusant. Il se met directement au garde. C'est vrai. C'est comme si il y a un influenceur là qui fait les choses des policiers là. Il a parlé que Mbengassi, c'est qui là? Il a parlé d'une fille qu'il a pris, qu'elle était servante, qu'elle s'est déshabillée, le Dieu l'a tué. Son vrai qui était dit, regardez-vous après. Il a laissé tout à Dieu. Si c'était propre, il allait continuer, non? Celle-là qui c'était celle-là, c'est parce qu'elle s'est comportée comme un homme, c'est pour ça qu'elle a perdu. C'est vrai, je comprends. Et n'est-ce pas paradoxal d'être dans une société où, à la base, l'homme est naturellement polygame et la société se retrouve à combattre la nature de l'homme? Est-ce que ce n'est pas paradoxal? Ce n'est pas paradoxal parce que pour avoir le contrôle d'un homme, il ne faut pas qu'il soit libre. Et un homme qui est polygame est libre parce qu'il a beaucoup de défis et il devient très dangereux. Très dangereux comment? Pour les gens qui veulent diriger. Parce que quand tu es polygame et que tu dois venir ici, là, flatter, aller là-bas, flatter, si tu n'as pas les entrées, tu es rebelle. Comment ça? Ça peut te transformer, tu peux même voler. On peut te contrôler. C'est pour ça qu'on te dit parfois qu'une femme à un poste, si elle a même déjà ses 50 000 là-bas, elle peut faire 10 ans avec le salaire là sans se plaindre. Mais un homme, au bout de 2 semaines, il est en train de se plaindre. Parce que quand il va chercher son argent, c'est pour aller donner à la femme. La femme va chercher sa femme pour aller donner à Dieu. L'argent de la femme, là c'est un autre sujet, on pourra revenir dessus. Non, on pourra revenir sur des sujets comme ça, non, on parle de la polygamie, des raisons de polygamie. Oui, pour le moment. Et qui peut justifier la nature de l'homme qui est pour qu'il soit polygame. Ok, d'accord. Ok, donc la question suivante. Quelles sont selon toi les qualités nécessaires pour qu'un homme soit polygame? Il faut juste qu'il soit un homme. Il faut juste qu'il soit un homme. Oui. C'est tout. Il n'est pas le terme pour les hommes castrés là, c'est quoi? Un eunuque. Un eunuque, voilà. Un eunuque, il est déjà. Il est pas probable qu'il soit polygame. Bon, peut-être je dois reformuler. Quelles sont les qualités qui peuvent permettre à un homme d'avoir un foyer polygamique qui marche bien? Bon, là-bas, c'est assez. Moi, je pense que l'autre là, c'est encore un autre débat. N'est-ce pas? Oui. On peut longuement développer dessus. Est-ce qu'on peut faire trop de choses. Trop de choses. Tu peux faire une liste même non exhaustive des qualités qui te viennent à l'esprit sans forcément développer. Le courage, la richesse, dont les biens matériels. Oui. La responsabilité. La responsabilité. Il y a les origines. Pour les origines, là, tu peux légèrement développer. Les origines, non. Donc, pour savoir dans quelle civilisation il se trouve, la culture, la naissance. Ok. Parce qu'un enfant qui naît dans la polygamie a déjà le courage de ça, très tôt. Oui. Il a déjà l'éducation de ça, et ça fait que quand il se jette à l'eau dessus, il ne réfléchit pas, il ne pense à rien. Qu'il ait de l'argent ou pas, tout il peut se lancer. C'est vrai. Parce que pour lui, c'est déjà un acquis. C'est quelque chose de normal. Ok. Donc, tu as cité les qualités qui te sont venues à l'esprit. Oui, comme ça. Ok, d'accord. Et maintenant, une autre question. Comment annoncer à la première femme que la deuxième est en route? Ça t'amuse seulement. Oui,
c'est quelque chose de très amusant. Hein? C'est quelque chose qui est amusant parce que c'est très complexe et compliqué, toujours à cause des activités de la société. Parce que la meilleure façon d'annoncer ça, c'est avant même de l'épouser. C'est vrai. Voilà. Parce que si tu l'épouses sans dans ta tête, elle a intégré la polygamie, annoncer la venue d'une seconde ne sera pas évidente. C'est vrai. Voilà. Donc c'est pour ça donc le mariage traditionnel est très important. Parce que depuis le mariage traditionnel, les bases se fixent. Parce que dans notre société actuellement, c'est l'ordre de même que parfois, certains parents rappellent à leur gendre que lui, s'il te donne sa fille, tu ne vas pas signer la polygamie. Ainsi de suite, et ça crée des problèmes. Parfois, il y a certains qui ne se marient plus à cause de la mésentente au niveau de la négociation. Donc, il se sépare dès la base, là, quand le gendre est vraiment rigoreux et dit que lui, c'est polygamie. Oui. Qui va suivre la culture bantou. Et là, directement, le beau refuse. Ou bien avec les croyances religieuses, les appartenances religieuses également, qui dérangent. C'est pour ça que la meilleure façon d'annoncer la seconde épouse, ce n'est que lorsque on est dans les négociations du mariage. Ok, je vois. Donc on évite de violer le contrat à la base. Ok, d'accord. C'est comme on fait la dot là. Parce que même quand quelqu'un prend déjà la dot en tant que bantou, sa bouche qui dit que elle sera il ne faut pas la polygamie là. Il sait déjà que comme il suit les traditions des bantous, jusqu'à prendre ça, ça veut dire que c'est pour la polygamie. C'est vrai. En réalité, c'est vrai, c'est ça, là-bas, c'est un mensonge qu'on se fait. C'est vrai. Ok. Parce que si on doit suivre les us et coutumes, pourquoi on veut modifier les us et coutumes sur le mariage? Pour se marier, voilà ce qu'il faut faire. Et maintenant, on sait que dans nos us et coutumes, les bantous sont des polygames. C'est vrai. Ok. Et est-ce que tu peux prendre exemple sur ton cas personnel? Cas personnel de quoi? Annoncer à la deuxième femme, à la première femme l'arrivée de la deuxième. Annoncer à la première femme l'arrivée de la deuxième. Ça t'amuse seulement. Hein. Si au préalable tous les deux étaient déjà lancés et que c'était une idée qui était déjà maturée dans sa tête, ça fait qu'au fur et à mesure que nous vivons, de temps en temps, on fait cela. On essaie de négocier en fonction de comment nous avançons. On essaie de dire qu'il faudrait déjà qu'il faut qu'il y ait déjà telle chose. Ça veut dire que tu ne veux pas prendre ton cas personnel? Non, je peux pas parler de mon cas personnel. Ok. Parce que quand on va parler de cas personnels, on va seulement donner des exemples de forcing. D'accord, je vois. Il y a des exemples de forcing. Oui. Or, les exemples de forcing, ce sont des efforts personnels que parfois, c'est pas bien de partager parce que ça peut créer des ordres. Oui, c'est vrai. Des ordres. C'est vrai. Dans la compréhension des choses. D'accord. Ok, intéressant. Et maintenant, pour toi, quels sont les avantages de la polygamie? On dit partout, même dans les réseaux, il y a beaucoup d'influenceurs maintenant qui rappellent toujours que quand une femme prie, on dit quand une femme prie pour toi, tu as ta vie est prise. Il y a beaucoup d'avantages qui imaginent alors qu'elles sont plusieurs. Qu'est-ce qu'on va encore dire en dehors de ça? Il n'y a pas de meilleur argument dans la société actuellement pour défendre cela. Vraiment, si tu as une seule femme et elle prie pour toi, tes affaires vont bien marcher. Imagine alors si elles sont 5. Voilà. C'est vraiment un roi qui a un grand peuple est riche. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Vrai. Et qu'est-ce qui selon toi explique que dans les traditions bantoues, le chef généralement était presque toujours polygame? Je peux dire que de nature, comme on a commencé à la base, de nature, l'homme est polygame. Maintenant, un chef d'homme, il doit gouverner un peuple.
Et quand il gouverne le peuple, il doit être neutre. Il doit se battre pour ne pas être attaché C'est vrai. sur le plan sentimental. Et pour ce faire, il faut une diversité. Parce que le village se crée avec plusieurs familles. Et généralement, les chefs, ils ont plusieurs femmes. Il y a des femmes qui prennent pour la protection. Il y a des femmes qui prennent donc pour la protection, l'harmonie et tout ça. Donc, ils ne prennent pas des femmes au hasard. Parfois, ils peuvent prendre une femme chez le voisin, parce que le voisin est fort militairement. Parfois, ils peuvent prendre la fille d'un notable, parce que la sorcellerie du notable là est très forte. Ça va l'aider dans la condition. Parfois, il y a une famille qui est très grande dans le village et qui peut créer le désordre. Pour mettre la paix avec la famille, là, il prend une femme dans la famille, là, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qui amènent les dirigeants des Bantous à avoir plusieurs femmes. Je vois. Ok, intéressant. Très intéressant comme réponse. Ok, d'accord. Bon, maintenant, par rapport aux avantages de la polygamie. Comment on parle des avantages de la polygamie, là? Des gens disent, certaines personnes disent que la monogamie fait du mal aux femmes. Que la monogamie n'est même pas bien pour les femmes. Que c'est la polygamie qui est bien pour les femmes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que c'est la polygamie qui peut permettre à chaque femme d'avoir un mari? Absolument. C'est ça qui peut permettre. Au vu des proportions démographiques sur les genres. Au vu des proportions démographiques et le fait que si on prend même la proportion des hommes, dans la proportion des hommes, ce n'est pas tous les hommes qui intéressent les femmes. C'est-à-dire que même dans la proportion réduite d'hommes là, il y a le haut du panier qu'elles toutes veulent. Voilà. Donc si on dit même qu'il y a 100 hommes et 150 femmes, sur les 100 hommes là, il y a peut-être 20 ou 30 qu'elles veulent marier. Parce que dans les 100 là, il y a les pauvres, il y a les bandits. La femme cherche où il y aura la sécurité. Exactement, elle cherche où il y aura la sécurité. Ce qui fait qu'il y a des hommes qui eux seuls peuvent avoir même 10 prétendantes. D'accord, ok. Et aussi dans la polygamie, puisqu'un homme peut avoir plusieurs femmes, et on est quand même d'accord, si on veut être réaliste, que c'est impossible ou bien c'est difficile de ne pas avoir une épouse préférée. Il y a forcément une épouse qui dans son comportement fait qu'elle est l'épouse préférée. Mais maintenant, comment le polygame se comporte de manière à ce qu'aucune de ces femmes ne se rende compte qu'il a une préférée? Parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'il ait une préférée. C'est un secret individuel. Ah, ok. Donc il n'y a pas de réponse universelle à ça. Il n'y a pas de réponse universelle à ça. Mais par contre... À mon sens, Mais par contre, le polygame doit vraiment faire l'effort... d'être impartial. Ok. D'être impartial. Ok. D'accord. Et puisque là, ça fait entrer la question de l'équité. Voilà. Mais l'équité, maintenant, du point de vue financier. Parce qu'il faut qu'on se comprenne même d'abord sur le terme de l'équité là. Si on prend un polygame qui a 3 femmes, et avec ces 3 femmes, il rationne dans le premier, pour la première femme, j'ai dit n'importe quoi, il rationne 100 000, la deuxième femme 100 000, la troisième femme 100 000. Ça, ce n'est pas forcément de l'équité, c'est de l'égalité. Mais maintenant, l'équité, ce serait de donner à chacun en fonction de ce dont elle a besoin. Par exemple, avec la première femme, il peut avoir 5 enfants. Avec la deuxième femme, il n'en a que 2. Avec la troisième femme, il n'en a même peut-être pas. Là, il peut donner à la première femme, comme il a 5 enfants avec elle, il peut donner un peu plus qu'aux autres. Ce n'est pas du favoritisme, non? Non. C'est même l'équité là-bas. C'est l'équité, le problème de l'égalité, n'est-ce pas? Parce que le problème d'équité ou d'égalité dépend du référentiel. Donc, c'est en fonction du référentiel, donc on va savoir s'il y a équilibre ou pas. Donc ça veut dire que le polygame doit être équitable, pas forcément égalitaire. C'est que ça dépend du référentiel. Parce que pour dire que c'est égalitaire, vous pouvez mettre les conditions. Que si tu as un enfant, tu as 1000 francs. Si tu as 2 enfants, ça fait 2000. Donc quand tu as un enfant, tu as 1000 francs, l'autre qui a 2 enfants a 2000. Ça fait que vous êtes égaux. Donc c'est un problème de référentiel.
par rapport au terme égalité et équité pour dire que pour moi c'est la même chose. Oui. D'accord. Ok. Maintenant, si on vient sur les défauts de la polygamie, la jalousie est souvent citée comme un grand défaut de la polygamie. Comment un polygame gère la jalousie de ses femmes? En restant impartial et en restant équitable. C'est tout? Ce n'est que ce qu'il a fait. Ça veut dire que s'il avait dit que pour un enfant c'est 1000 francs, 2 enfants c'est 2000. C'est un exemple. Oui, ça veut dire que s'il y a une... S'il a dormi, s'il a une nuit demain, il faut qu'il dorme aussi là-bas une nuit. Et ça veut dire s'il y a une femme qui a 2 enfants et l'autre a 10 enfants, celle qui a 2 enfants ne doit pas être jalouse parce qu'on lui a donné seulement 2000 alors qu'à l'autre on a donné 10 000. Pas du tout. Mais elle peut être jalouse. Hein? Mais elle peut être jalouse. On ne contrôle pas le cœur des gens. Encore moins des femmes. Elle fait comment pour être jalouse? Du moment où même quand tu donnes, tu n'es pas en train de leur donner comme ça là-bas. Ok. D'accord. Donc en fait pour toi, la seule solution à la jalousie c'est d'être équitable. Ouais. Donc le polygame... Au maximum, ça se battre pour être équitable. Ok, donc le polygame doit se battre à être équitable pour avoir la conscience et tranquille. Maintenant, si malgré ses efforts, une de ses épouses manifeste de la jalousie, il considère que ça échappe à son contrôle. La jalousie est naturelle. Je ne peux pas combattre cela. Oui, mais maintenant, ça peut porter préjudice. C'est comme nous on parle au téléphone là maintenant, même quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce qu'on se dit là. En fait, quand Dieu même dit au téléphone, devient déjà jaloux. Mais maintenant, si une ou plusieurs épouses sont jalouses, ça peut porter préjudice à l'équilibre du foyer, non? Mais, on a parlé dernièrement d'un débat sur l'envoûtement par les femmes, non? La jalousie qui entraîne ça, non? Alors? La jalousie peut même entraîner la sorcellerie. C'est ça, envoûter, non? L'envoûtement, c'est quoi? Une femme peut vouloir tuer l'enfant d'un autre. L'envoûtement, c'est quoi? Mais c'est donc ça que je demande que l'homme gère ça comment? Ces femmes vont l'aider à gérer. Tu dis? Ces femmes l'aident à gérer et il fait sa part ce qu'il doit faire. Ok, ces femmes l'aident à gérer. Il a peut-être 2 femmes. Si tu as 2 femmes, n'est-ce pas? N'est-ce pas si une femme peut déranger les enfants de l'autre, quand tu sais comment tu régules, non? Et tu apprends aussi à l'autre à protéger ses enfants. Et tu régules comment? C'est ça qu'on dit. Oui. Tu donnes les conseils que tu peux donner. Et si ça ne suffit pas, est-ce qu'il parfois il ne faut pas être pragmatique? Puisque la femme qui part envoûter ou qui peut même aller voir un marabout pour tuer un des enfants de sa coépouse, c'est une femme qui elle est déjà pratique. Elle est pragmatique. Maintenant, la réponse pragmatique de l'homme à ça, ce serait quoi? Tu ne peux pas empêcher à un être qui sort de faire certaines choses parce que tu ne peux pas faire de la personne en permanence. Donc tu peux faire n'importe quel interdit, mais on fait en cachette. Voilà. Donc il faut amener celle qui ne veut pas croire aux traditions bantou, en se conformer aux traditions bantou. Ça fait partie des traditions bantou. Tu peux pas élever un enfant. Élever un enfant, c'est lui apprendre des choses, non? Oui. Et si tes parents, en t'élevant, te montraient que parfois il peut y avoir des choses mystiques qui existent, ce n'est pas pour rien. Voilà. D'accord. Et on dit qu'un polygame doit lui-même être un sorcier. On dit. Bon, certaines personnes disent ça, qu'un polygame doit être sorcier parce que pour gérer plusieurs femmes, parce que les femmes sont des sorciers, pour gérer plusieurs femmes, il faut soi-même être sorcier. La sorcellerie envoie à la compréhension, non? Quand quelque chose n'est pas explicable, c'est sorcier, non? Oui. C'est pour ça que celui qu'on va voir avec 10 femmes, et que ceux-là ne l'ont pas, pour eux, il est sorcier, non? Ah, d'accord, je vois. Je vois. Tu fais comment pour faire ça? Alors, donc, il y a la sorcellerie. Quand on ne peut pas expliquer quelque chose, la sorcellerie. Ok, je comprends mieux, je comprends bien. Maintenant, est-ce qu'il y a un avantage pour un enfant de grandir dans un foyer polygamique qu'il n'y a pas dans un foyer monogamique?
il y a un avantage. Lequel? Parce que il y a des foyers polygamiques qui sont gérés comme une société. Donc l'enfant est déjà intégré. Il vit déjà avec les autres, quoi. Donc ce n'est pas quand il sera au contact hors de la famille qu'il va apprendre certaines réalités. Donc ce que tu veux dire... Il apprend à faire des efforts même très tôt parfois. Donc tu veux dire que... Parce qu'en permanence, c'est comme de la compétition. Oui. Donc tu veux dire qu'en fait le modèle de la polygamie est plus réaliste par rapport à la vraie vie, comparément au modèle de la monogamie pour l'éducation des enfants. Parce que tu peux être monogame, tu as l'enfant. Avec préjugé, il se retrouve en train de sortir de la maison seulement quand il a presque atteint sa majorité. Il est bloqué, non? On va voir les enfants que c'est parce que la télé que les enfants, parce que la télé là c'est l'interlocuteur. Il a jamais vu comment on blesse quelqu'un. Il bouge. Quand il voit les films, il voit comment on se drogue. Il voit comment si on tape, il peut donner les remèdes aussi. Il peut faire ceci. Parce qu'il n'est pas confronté aux autres. À la difficulté. Or, dans la polygamie, on est confronté au challenge en permanence. Parfois, une mère voudrait que c'est sa part d'enfant qui succède au père. Plus tard, donc, l'éducation qu'elle donne, c'est la guerre, parce qu'il faut que le père regarde bien ses enfants. L'autre va aussi faire la même chose. Il faut être brillant, il faut être ceci, il faut ainsi de suite. Et comme tu parles même justement de succession, c'est comme si tu avais lu dans mes pensées. C'est la prochaine question que j'allais te poser. Dans la polygamie, oui, dans la polygamie, comment gérer la succession? La leçon reste toujours quelque chose de divin, c'est toujours de la divinité. Donc il n'y a pas qu'on gère ou bien qu'on fait ceci. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de méthode. Donc ça veut dire que ça se ressent. Ça se ressent et ça vient aussi avec le côté sombre. Voilà. Il n'y a rien à faire contre ça. Il n'y a rien à faire contre ça. Il n'y a que le Seigneur. Voilà, il n'y a que le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur. Il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. Comment? Bon, Comment tu fais? Je vois un peu. Donc ça veut dire le polygame lui doit seulement se rassurer qu'il a fait le choix que Dieu tel que Dieu l'a inspiré. Voilà, c'est Dieu qui va l'inspirer. Surtout dans nos traditions. Mais est-ce que... Parce qu'il y a des traditions où on sait déjà d'office que l'aîné est le successeur. Assure. Ok. D'accord. Et maintenant, est-ce que dans la polygamie, l'influence des mères sur les enfants est une influence globalement positive ou bien pour toi elle est généralement négative? Ou bien il n'y a pas moyen de se prononcer dessus? En général, elle est négative parce que chaque mère cherche son intérêt. Bon, maintenant, en ce qui concerne le foyer, les femmes doivent toutes être dans le même domicile ou bien dans des domiciles séparés? Il ne s'agit pas de foyer. Mais il s'agit d'adulte. Dès lors qu'on est adulte, on a besoin d'avoir son espace. Voilà. Ça veut dire que quoi? Il faut que chacune soit de... Parce que quand je dis chacune de son côté, il y a... Chacun doit avoir son espace. Et l'espace là, ça peut être pour plusieurs maisons dans la même concession ou bien c'est... Mais quand tu dis que tu es polygame, tu es polygame parce que tu as une concession, non? Parce que c'est la femme qui a la concession. Donc ça veut dire qu'elles ne doivent pas être dans des maisons séparées d'une longue distance. Les maisons sont séparées, c'est la maison de qui? Donc je veux dire qu'elles doivent être dans des quartiers différents par exemple. C'est différent, c'est bien différent. Est-ce que c'est encore la polygamie? C'est quoi? C'est la monogamie. Comme tu l'avais signé des actes de mariage différents. Donc la polygamie, ça doit être dans le même camp. Bien sûr. Ou bien même dans la même maison, mais que chacun ait son espace. Vous savez, quand il parle là-bas, personne ne peut venir. Que celui qui commande cet espace-là.
Je vois. Donc, en fait, le plus important est que chaque femme ait un espace qu'elle commande sans être gênée par personne. Oui, que tu n'as pas par la personne, telle de ton autorisation personnelle. Je vois un peu. Comme tout adulte, non? Comme tout adulte, c'est comme ça. Je vois. D'accord. Et est-ce que tu encouragerais tes fils à être polygames? Encouragerais. Ou bien... Comment me forcer? Tu vas même les forcer? Ouais. Ah bon? Donc s'il y a un là qui dit qu'il veut être monogame, tu vas dire que monsieur, tu sors d'où? Pardon. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu penses de ce... Qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui disent que la polygamie est une forme d'oppression pour la femme? Et ton avis? Il n'y a pas d'oppression dans la polygamie. Il y a même de l'oppression dans la monogamie. Ah, n'est-ce pas? Parce que la monogamie entraîne trop de possession. Et je connais que la possession émotionnelle peut créer. D'accord. Et aujourd'hui, en 2026, avec le coût de la vie, l'évolution de la mentalité, est-ce que tu penses que la polygamie n'est pas un régime qui va juste disparaître? Tu vas juste disparaître? Avec le coût de la vie, avec tout ce qu'on dit là. Quand on vous dit qu'il y a le contrat de mariage maintenant, et quelqu'un va signer un contrat de mariage de 2 mois, ou de ceci, est-ce que c'est parce que le coût de la vie est élevé? C'est simplement les caprices de la société. La polygamie il n'y a aucun problème avec la polygamie par rapport au coût de la vie. Tu es un homme, tu fais un contrat de mariage avec une femme. Et après, maintenant, quand vous voulez divorcer, on prend tous tes biens, on lui donne. Après, tu te remaries. C'est parce que tu es pauvre. C'est parce que la vie est dure. Non. Alors, donc, il n'y a même pas un problème de dire que le coût de la vie empêche qu'on ait plusieurs femmes. Le coût de la vie, c'est quoi? Qui font la vie? Ce sont les êtres humains, non? Oui. Alors, c'est plus on se multiplie que les conditions changent. Et les conditions changent pourquoi? Comme on disait l'autre jour quand on parlait des choses que les gens ont inventées pour manger. Tout ce qu'on fait, c'est pour manger. Ça revient encore au même problème. C'est le même problème là qui revient dans la réponse maintenant. Si c'est que tu es capable de nourrir une personne, s'il y a une nouvelle charge, n'est-ce pas, tu vas seulement faire plus d'efforts. Et tu vas encore nourrir. Donc la vie devient dure. Avant le sucre, un carreau de sucre, c'était 1 franc. Maintenant, on vend peut-être demi-carreau de sucre à 10 francs. Est-ce que tu ne fais pas les efforts jusqu'à tu réussis à acheter? Tu fais. Alors, est-ce que c'est parce que tu as 1000 enfants que ça va t'empêcher d'acheter? les 1000 enfants que tu as, c'est ton choix. Avec celles qui ont bien voulu marcher avec toi, t'accompagner dedans, vous allez supporter votre fardeau. Donc les thèmes que la vie est dure, tout ça, ce sont les mots. Ok. Et bon, ça c'est la dernière question. Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus stressant dans la polygamie? Ce qui est le plus stressant pour l'homme dans la polygamie, c'est lorsqu'il peut avoir des problèmes avec son corps. Ok. C'est ça qui sera le plus stressant pour lui. Et il n'y a rien qui va dépasser ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ok, d'accord, ok. Donc, merci beaucoup. Et le mot de la fin, je te laisse le mot de la fin. S'il y a quelque chose que tu veux dire. S'il y a quelque chose que je veux dire, je vais simplement encourager les hommes à rester des hommes. Et à continuer de se battre. Et que nous tous sachons, nous devons savoir que quand nous nous battons pour rester des hommes, les guerres ne vont jamais finir. On sera toujours en guerre, on sera toujours en conflit. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Tu passes une bonne soirée. Bonsoir.